Bonjour à tous et toutes. Bienvenue aux Amphis 2022 de la France Insoumise. Et merci d'être présents et présentes pour ce premier débat sur la thématique de l'actualité des luttes antiracistes. Je suis Danielle Obono, députée de Paris, membre du groupe LFI-NUPES à l'Assemblée nationale et membre de la commission des lois, qui est une des 8 commissions à l'Assemblée nationale qui traite de nombreux sujets, notamment des questions de droit, liberté, justice. Et j'ai également participé, et je participe depuis pas mal de temps maintenant, aux activités et aux productions de l'équipe thématique antiraciste. Je suis très heureuse d'ouvrir ces premiers débats aujourd'hui des amphis sur ce thème-là. Je dois excuser premièrement Françoise Vergès, qui était prévue et avait gracieusement accepté notre invitation, mais ne pourra pas être là aujourd'hui puisque, en fait, elle a un problème. Il y a eu un problème d'agenda. Elle doit être demain matin à Stockholm, ou voilà, dans un de ces pays nordiques. Et donc voilà, il y a eu un problème sur ses billets d'avion, et donc voilà, elle ne peut pas être là. Elle s'en excuse. J'essaierai tant bien que faire de répondre, ou j'imagine d'autres personnes dans l'assistance pourront aussi certainement discuter sur ces travaux très intéressants sur les sujets, et on renverra bien évidemment à tout ce qu'elle a pu écrire. Marwan Mohamed va être présent, mais son train a eu du retard, et donc il va arriver en cours de débat. Donc je vous propose qu'on fonctionne en attendant. Je vais faire une présentation un peu générale, et on va faire une première série d'échanges. Et ensuite, quand Marwan sera arrivé, il pourra faire aussi sa présentation qui donnera lieu à une deuxième partie de débat. Voilà, ça permettra de faire avec les imprévus du jour. Je vais essayer d'être synthétique sur la base des travaux que nous avons produits avec justement l'équipe thématique sur les questions antiracistes, et donc notamment le livret thématique que je vous renvoie, qui est accessible sur le site mélenchon2022.fr, pour une république antiraciste contre les discriminations. C'est donc un livret qui est produit par l'équipe de camarades bénévoles qui sont investis sur ces questions-là, de militants et militantes sur de nombreuses années, qui est animé par Maud Wadelek et Laurent Sorel. Je pense qu'il y a des camarades présents et présentes ici qui pourront intervenir, y compris pour expliquer un peu tout le travail qui est fait par ce livret. Et bien évidemment, si vous êtes intéressé, n'hésitez pas ensuite à venir après le débat pour donner vos contacts, et puis qu'on puisse continuer ce travail. Alors, sur l'actualité des luttes antiracistes, la première chose que je voudrais dire pour introduire ce débat, c'est... moi, je parle en tant que députée. J'ai été militante, je suis militante sur les questions antiracistes, mais je parle en tant que députée, et du travail notamment qu'on a pu faire à l'Assemblée, étant un petit peu moins investie directement dans les luttes. Il y a des militants et militantes ici, je pense, qui pourront parler en tant que militants et militantes de ces luttes antiracistes. Mais en tant que députée de la France Insoumise, et porte-parole aussi de fait du programme, c'est un élément qui n'est pas un élément accessoire, la question de la lutte antiraciste, pour différentes raisons. Parce que c'est dans nos principes, dans nos valeurs, dans ce que nous défendons de manière générale en matière d'égalité des droits, d'égalité des êtres humains. C'est notre vision de la société. Le principe fondamental qui fonde l'humanisme dont nous nous réclamons, une des traditions philosophiques dont nous nous réclamons, c'est l'idée que les êtres humains sont semblables par leurs besoins, et donc doivent avoir les mêmes droits et pouvoir avoir accès à ce que produit et propose la société de manière égalitaire. C'est aussi inscrit dans notre histoire, l'histoire
politique dont nous réclamons, d'histoire des luttes, qui est faite par ailleurs de beaucoup de fils, qui est l'histoire de toutes les résistances de celles et ceux qui ont été soumis et qui ont subi des formes institutionnelles, systémiques de racisme dans l'histoire, et dont nous nous réclamons parce que ces luttes, au-delà du fait qu'elles portent sur la dignité des personnes, de leur émancipation, participent au grand combat de notre point de vue de l'émancipation humaine, ont fait avancer les droits de tous et toutes. Voilà, c'est notre tradition qui est parfois peu connue, et ça, on pourra en discuter justement, le fait de se réapproprier cette histoire. Quand on parle, par exemple, de la Révolution française, on oublie souvent un grand pan de cette histoire révolutionnaire qui a eu lieu à Haïti. Je ne sais pas si vous avez vu, il y a quelques mois, un article du New York Times qui a été traduit en français et accessible, je crois que c'est par le Monde, qui revenait sur l'histoire d'Haïti et sur la dette colossale de la France envers Haïti, qui a eu des conséquences, y compris dans l'histoire contemporaine de ce qu'est Haïti aujourd'hui. Ça, c'est un autre grand débat. Mais Haïti, c'est aussi la première république noire dans les Caraïbes, la révolte des esclaves, avec notamment des figures comme Toussaint Louverture, qui se sont réclamés de la Révolution française et de la pensée des Lumières pour revendiquer leur liberté. C'est une histoire passionnante, avec, y compris dans les suites et dans la société haïtienne de l'époque, et des contradictions et des difficultés et des problématiques. Mais voilà, c'est intégralement une histoire de France, parce que c'est ceux qu'on a appelés les Jacobins noirs, ont fait non seulement avancer la cause des esclaves dans les Caraïbes et dans les Amériques, mais celle de la Révolution française et de l'esprit des Lumières. Je pourrais parler de la grande histoire des Caraïbes et des Antilles, et de tous ces grands personnages qui sont aussi très peu connus, malheureusement, y compris à gauche, dans la grande lutte des droits et de l'émancipation, Solitude, Louis Delgrès, et toutes les grandes figures de cette période-là. La tradition également des esclaves marrons et des formes de communautés d'hommes et de femmes libres qui ont vécu pendant la période de l'esclavage et même après, et qui ont aussi développé des formes d'auto-organisation extrêmement intéressantes. Voilà, ça c'est quelques exemples. Je ne suis pas spécialiste de ces questions-là, mais voilà, une histoire très très riche dont nous devons nous réclamer avec fierté, et qui est riche d'enseignements. Donc ça fait partie de notre point de vue de cette grande histoire de l'émancipation. Mais la question de la lutte antiraciste est également un enjeu stratégique. Un enjeu stratégique très, très, très présent. Présent parce que c'est une réalité qui continue, qui se perpétue, qui a été structurée dans l'histoire et qui continue à exister. On pourra en reparler. Et qui concerne, aujourd'hui, je reviendrai sur les travaux et les études produits par le défenseur des droits, par la CNCDH, de manière précise sur ce qu'est le racisme aujourd'hui. Et pour nous, il s'agit de le combattre sous toutes ses formes, sur toutes ses itérations et ses réitérations aussi. On le verra, y compris par exemple sur la question de l'antisémitisme, parce que ça remet en cause le principe politique qui est fondateur de notre courant sur la question de l'égalité des droits. C'est un enjeu de lutte contre les inégalités. Et oui, c'est aussi un enjeu stratégique, parce que ce que nous portons à la France insoumise et aujourd'hui au sein de la nouvelle Union populaire écologique et sociale, c'est aussi la perspective de faire peuple, de fédérer le peuple, de considérer que aujourd'hui
l'acteur de l'histoire, le peuple souverain, et qui est composé de, on va dire, la majorité de la population face à une minorité qui détient tous les pouvoirs, c'est ce peuple-là qui peut changer l'histoire, qui peut se réapproprier son histoire et la faire en se mobilisant, en se battant et en s'opposant aux stratégies, aux politiques et aux actions et aux actes menés par le gouvernement, et en construisant aussi un autre monde à travers notamment ce que nous appelons de nos voeux et ce que nous mettrons en place, la constituante, qui est aussi un moment démocratique, dans le sens où il s'agit de refaire peuple, de se poser ensemble et de déterminer ensemble d'où que nous venions, de partout, quelle que soit notre histoire, et pas juste quelle que soit en considérant que c'est quelque chose, on effacerait tout et on serait voilà, tous tout d'un coup des individus sans histoire, sans culture, etc. Mais en se réappropriant justement cette multitude d'histoires, d'identités, et en faisant peuple, et en refaisant une constitution qui ressemble et qui correspond à ce que nous portons. C'est un enjeu stratégique de faire peuple, et c'est un enjeu stratégique pour les dominants, pour les classes dirigeantes, de faire obstacle à cette unité du peuple autour d'un projet politique commun, autour d'une stratégie révolutionnaire. Ce qui n'est pas, je vais prendre un moment justement de l'analyse stratégique pour appuyer dessus, ce qui ne veut pas dire que quand on fait face à des attaques racistes, à des politiques racistes, à des débats, comme on va en avoir dans les prochains mois, comme ça. D'ailleurs, on n'a jamais arrêté. Vous avez vu les attaques qu'il y a pu avoir et qui vont être dans l'agenda politique du gouvernement sur la question des migrants, sur à nouveau la question de l'islam. On va en avoir. Ce qui n'est pas simplement une stratégie de leur part de diversion. Ça, c'est quelque chose d'important, parce que, y compris, c'est un débat de comment est-ce qu'on répond à ces questions, en considérant qu'en gros, parce que ça va être aussi l'actualité, et que pour nous, on ne va pas arrêter de répéter l'enjeu de la mobilisation sociale, l'enjeu de la prochaine marche sur la taxe sur les super profits, sur la question de toutes les colères. C'est là-dessus qu'on veut mettre l'accent, c'est autour de ça qu'on veut mobiliser. Et dans le débat politique, il va y avoir la question de la migration. Vous avez entendu les déclarations du sinistre Darmanin. Il va y avoir des polémiques à n'en plus finir. Ça va être effectivement une stratégie du gouvernement. Mais je crois important d'expliquer pourquoi est-ce que ce n'est pas une diversion. D'abord parce que pour les personnes qui subissent ces attaques-là, qu'elles soient symboliques ou concrètes, pratiques dans leur vie quotidienne, en fait, ce ne sont pas des à côté. C'est quelque chose voilà, de fondamental, de quotidien, de systémique. Et on ne peut pas considérer que, en fait, c'est un peu les personnes victimes de ces politiques doivent un peu pas trop la ramener, ou en tout cas pas en faire la question centrale, parce que la question centrale serait la lutte, la grève, etc. Donc déjà, c'est une question quotidienne, systémique, et donc auquel il faut faire face et se battre contre. Mais c'est aussi, du point de vue de la classe dirigeante, une question stratégique. Aujourd'hui, la Macronie n'a pas une adhésion par rapport au projet de société que Macron et autres prétendaient proposer à la société française. C'est un pouvoir qui a été élu par défaut, qui a été réélu à nouveau par défaut pour s'opposer à Marine Le Pen, et qui n'a pas de vision, et on le voit sur tout un ensemble de questions, de la question écologique, là où c'est véritablement flagrant, à la question sociale, et même sur les questions politiques, qui n'a aucun projet en fait de société et d'adhésion de quelque chose voilà, qui donne de l'espoir, qui donne de la perspective. Mais, et c'est là où la question du racisme joue un rôle qui n'est pas un rôle de diversion, mais qui a un rôle de leur point de vue, du point de vue de la classe dirigeante, d'unification autour d'une identité
une identité ethnique, même si c'est pas dit en ces mots-là, d'une identité qui se baserait sur l'inclusion et l'exclusion de ce qu'est la France, de ce qu'est la République, d'éléments qui, bien sûr, vont correspondre à tout ce qui est dans l'histoire, correspond à la stigmatisation de populations issues d'une histoire de colonisation, d'esclavage, etc. Et il y a dans la stratégie menée par la Macronie cet enjeu de constituer un socle et une adhésion identitaire de voilà ce qu'est la France et la nation française, même s'ils ne le disent pas de la même manière que aussi caricatural que Éric Zemmour, par exemple, qui est voilà, la pointe la plus avancée et caricaturale de cette vision-là. Les convergences en termes idéologiques entre la Macronie et l'extrême droite de ce point de vue-là se jouent précisément dans, et ce qu'on a vu, et ce sur quoi on a eu à batailler au cours des 5 dernières années, ces politiques de stigmatisation, notamment sur la question de l'islamophobie, notamment sur la question de la répression anti-migrants, qui est un autre versant, et on aura l'occasion d'en discuter dans un débat spécifique là-dessus, qui ne se limite pas à la question juste du racisme, mais où il y a une dimension clairement raciste sur la figure du migrant, etc. Et sur, y compris, l'instrumentalisation d'un certain nombre de notions, la question de la laïcité, qui est devenue synonyme, en fait, de attaque contre les musulmans. La lutte contre l'antisémitisme aussi est devenue et a été instrumentalisée précisément contre les Noirs, les Arabes, les musulmans, avec l'idée qu'en gros, ce seraient les seuls antisémites qui existent, notamment dans les quartiers populaires, etc. Enfin, on pourra y revenir là-dessus. Ce qui ne signifie pas qu'il n'y a pas de l'antisémitisme dans la société, ni dans les quartiers, ni que des Noirs et des Arabes ou des musulmans ne puissent pas être antisémites. Ça existe et ça fait partie des éléments où la question de la lutte contre le racisme, sur toutes ses formes, comme je le disais, est importante. Mais voilà, on le voit bien comment la laïcité, la République, toutes ces notions fondamentales qui font partie, y compris de notre histoire, de nos principes, d'enjeux sur lesquels nous nous battons, et il y a besoin de se battre, sont instrumentalisés par le pouvoir pour stigmatiser, pour diviser, et pour créer une adhésion par l'exclusion, voilà, de certaines catégories de la population, des musulmans, etc., etc. Donc il y a un enjeu, en fait, d'unification identitaire pour les classes dirigeantes. Et le racisme, d'ailleurs, ce n'est pas une nouveauté. Enfin, les macronistes n'ont absolument rien inventé de rien. Ça a toujours eu cette dimension-là, le racisme systémique, structurel, du point de vue économique, du point de vue social. Voilà pourquoi, d'ailleurs, ce n'est pas une question sociétale, ce n'est pas une question qui est opposée à la question sociale. Il y a une dimension raciste dans l'organisation sociale de la société, dans la répartition économique, au niveau international comme dans nos sociétés contemporaine dans la lutte, et ça participe, y compris de la lutte des classes, que la dimension raciste du travail. Je pense qu'on pourra y revenir dans la discussion. Voilà pourquoi c'est une erreur d'opposer la lutte antiraciste comme un peu en dehors de la question sociale. En tout cas, moi, je défends une vision qui est vraiment globale de la question sociale, pour ne pas dire intersectionnelle, dans l'idée que voilà, les dimensions, et surtout, en fait, c'est pas juste une vision macro, mais c'est-à-dire les individus, les personnes, celles et ceux qui font l'histoire, les travailleurs, le peuple, sont à l'intersection de plusieurs dynamiques qui renvoient à leur identité culturelle, à leur identité sociale, à comment, etc. Donc, voilà, tout ça, pour moi, et on pourra en discuter, mais voilà, constitue un système contre lequel on se bat et qu'il faut penser dans sa globalité du point de vue de celles et ceux qui subissent ces oppressions-là, qui sont aussi des acteurs et actrices de leur propre histoire, dont on doit soutenir les luttes qui constituent des luttes d'égalité, avec lesquelles dont on doit
tenir compte du point de vue et de ce qui est dit, avec lesquels il faut constituer des alliances avec les formes d'auto-organisation qui peuvent exister, mais c'est aussi du point de vue, pas simplement de celles et ceux qui subissent cette oppression, mais de l'ensemble de la société. Parce que la question du racisme, c'est pas simplement le déni des droits pour les personnes qui en sont victimes, c'est pour l'ensemble de la société. C'est pas simplement une question de principe, mais ce qui est fait vis-à-vis de certaines catégories par les classes dirigeantes comme un moyen d'affaiblir les ressorts de solidarité, et ensuite utilisé et ensuite mis en pratique sur le reste des catégories du peuple. On va dire des exemples, ça mériterait un autre débat sur, par exemple, la question des violences policières, mais on le sait, ça a été étudié, la manière dont la stratégie de maintien de l'ordre dans les quartiers populaires s'inspire y compris d'une vision coloniale des populations qui y ont été parquées d'une certaine manière, socialement ségrégées, et qui s'inscrit aussi dans l'histoire de l'institution qui a mis en place, qui était chargée, l'institution policière, qui était chargée de maintenir l'ordre, avec, oui, une tradition systémique de la part depuis même le temps de l'esclavage et du rôle de la police. Je pense par exemple à la dite police des Noirs, dont le rôle était justement d'empêcher que les esclaves qui arrivaient en France selon cette tradition qui touche le sol français, le sol de France est libre, et une personne libre, et donc ce qui permettait aux esclaves de revendiquer leur liberté en touchant le sol de la France métropolitaine, et cette police qui avait été mise en place justement pour rattraper les esclaves qui pouvaient bénéficier de ça. On a cette histoire de la gestion policière des populations des colonies, et cette tradition-là systémique s'est poursuivie, et on voit que dans les violences policières qui ont pu s'exercer pendant de très nombreuses années sans toujours la visibilité et l'écho que ça a pu avoir depuis quelques années, la manière dont ont pu ensuite être traité l'usage d'armes létales utilisées comme les flashballs dans les quartiers populaires, ensuite contre les manifestants des mobilisations sociales et contre les gilets jaunes. Voilà, ces pratiques de police au sens général, de gestion des populations, sont celles qui sont ensuite appliquées à l'ensemble de la population. Plus le régime se durcit, plus la classe dirigeante a du mal à imposer sa domination, et plus elle va appliquer à l'ensemble de la population ce qui n'était d'abord qui ne visait d'abord qu'une petite partie. On évoquera dans le débat sur la question des migrations et du traitement des migrants, c'est exactement la même chose. Le droit des étrangers et justement les répressions qui sont mises en œuvre et le détricotage des droits des étrangers sont la préparation de l'état de droit, du détricotage de l'état de droit qui concerne toute la population. Ce qui est fait en matière de droit des étrangers et ensuite appliqué au reste de la population et fait régresser le droit de tous et toutes. Voilà pourquoi cette question est une question stratégique. Nous voulons faire peuple, nous voulons cette unité, parce que nous avons une conception de la révolution citoyenne comme un mouvement du peuple, par le peuple et pour le peuple. Nous avons un objectif stratégique d'unir et de mobiliser ces populations, et donc il faut tenir compte non seulement de cette diversité du peuple, de ces histoires qui sont une richesse, qui sont une force et qui permettent justement de construire un projet politique qui ressemble à la majorité de la population, mais aussi parce que c'est un élément fondamental pour faire face à la stratégie de la classe dominante, à la stratégie du pouvoir qui utilisera tous les moyens de division,
de division, et non pas de diversion, mais de division, de stigmatisation, pour empêcher cette unité. Voilà pourquoi c'est un enjeu stratégique extrêmement actuel. Je vais terminer par des éléments un peu concrets sur la réalité de ce qu'est le racisme et pourquoi est-ce que la lutte antiraciste est un combat fondamental. On pourra ensuite discuter, y compris sur comment est-ce qu'on mène ce combat-là dans les mobilisations à l'Assemblée nationale et de manière plus générale. Je vous renvoie pour avoir plus de détails sur le travail qui est fait chaque année par la Commission nationale consultative sur les droits humains, la CNCDH, qui publie chaque année un rapport annuel sur la question du racisme, de la xénophobie, de l'antisémitisme, qui pointe chaque année le niveau inquiétant des formes multiples de racisme, d'antisémitisme, de xénophobie, de discrimination à l'égard des personnes de confession musulmane, à l'égard des juifs, à l'égard des gens du voyage, des tziganes, des roms, racisme anti-noir, racisme anti-asiatique. C'est une réalité qui s'appréhende à travers de différentes données, notamment les données du ministère de l'Intérieur sur ce qui caractérise comme des faits délictueux à caractère raciste, antisémitisme et anti-musulman, qui entre 2017 et 2020 ont doublé. En 2019, par exemple, ont été enregistrés 1983 faits constatés à caractère raciste, soit la deuxième année la plus haute depuis que ces statistiques ont été relevées. La crise sanitaire a par exemple aussi, et ça avait été pointé dans leur recherche, mis en lumière un racisme anti-asiatique particulièrement virulent, avec, et ça c'est les formes et les caractéristiques du racisme, où dans ce type de moment de crise, il va y avoir une population qui, on va dire, bénéficie souvent d'une vision aussi stéréotypée, essentialiste et de fait raciste de, on va dire, les minorités modèles dont on ne parle peu, mais dont on voit qu'il y a un ressort également raciste quand il y a une crise, et ça a été le cas pendant la crise Covid, vis-à-vis de toutes les personnes d'appartenance réelle ou supposée à la communauté asiatique. Il y a aussi, et ça c'est aussi une constante dans les travaux de la CNCDH, sur ce qu'ils appellent le niveau de tolérance et comment sont perçues les différentes personnes et communautés. Alors on pourra discuter y compris des termes et ce qu'on met derrière, quoi. Mais dans la société, et il y en a une en particulier qui est de manière, alors il y a voilà, des abaissements du niveau de tolérance, enfin des variations, mais globalement on voit pour tout un ensemble de catégories de la population où avec des différents moments où il y a quand même une meilleure acceptation de ces populations, sauf les personnes de la communauté rome au sens large, qui sont vraiment celles et ceux qui, de manière systémique, structurelle, ou subissent le plus grand taux de rejet de la part de tout le monde, quoi. En gros, vraiment, les Roms, c'est le bas du bas, tout le monde les déteste, les discrimine, etc. Et donc ça, c'est par exemple une question sur laquelle je pense qu'il y a besoin de travailler plus, et de travailler y compris avec les associations qui existent, importantes au sein de ces populations. Une dimension aussi importante qui a été mise en lumière par le dernier rapport de Jacques Toubon en tant que défenseur des droits. C'est un travail qui est continué bien évidemment par la Nouvelle Défenseur, mais dans son rapport
de 2020 sur les discriminations systémiques. Et c'est important parce que cette notion-là, le fait que ce soit repris par une institution comme le défenseur des droits, valide, enfin pas valide, mais ajoute à la validation déjà existante dans le champ universitaire et scientifique de quoi on parle quand on parle de discrimination systémique. Et le défenseur des droits et la CNCDH par ailleurs et toutes les institutions qui travaillent sur ce sujet montrent comment ce sont des millions de personnes dans ce pays qui, à chaque étape de leur vie, dans chaque interaction du quotidien, connaissent des formes de micro ou macro agression ou discrimination de l'emploi à l'éducation, etc., etc. Des discriminations qui se cumulent, s'entrecroisent. Et c'est de là que vient la notion d'intersectionnalité, c'est-à-dire de manière simple, quand on est une femme noire, étrangère, on va avoir et on va subir la discrimination de genre, la xénophobie de par son statut d'étranger, que l'on soit par ailleurs naturalisé ou pas en tout cas, et la discrimination vis-à-vis de sa couleur de peau. Et ces discriminations vont parfois se révéler en même temps, voilà, où l'ensemble de ces caractéristiques vont être activées, ou alors, voilà, à des moments, ce sera plutôt cette dimension-là ou l'autre, mais dans tous les cas, la personne qui les subit les subit de la même manière et y répond sur l'ensemble. Donc je vous renvoie à ces travaux. On a aussi mis plusieurs références dans le livret. Et le dernier rapport, comme je vous disais, sur les discriminations systémiques du défenseur des droits est particulièrement éclairant là-dessus. Et ce qui est particulièrement éclairant, et je terminerai là-dessus avant qu'on puisse avoir un premier échange, c'est le fait que au cours des 5 dernières années, alors ce n'est pas le seul gouvernement qui n'a mené aucune véritable politique de lutte contre les discriminations, mais c'est un quinquennat qui a été particulièrement lamentable en la matière, voire a été particulièrement dangereux, un véritable quinquennat de la honte. Ce n'est pas le seul domaine, on le sait, mais ça a été particulièrement flagrant. Non seulement aucune politique en matière de politique publique n'a été mise en place pour lutter contre les formes de discrimination, mais c'est un gouvernement qui a activement participé à activer ou réactiver vis-à-vis de différentes catégories de la population des stigmates, des références et mis en place surtout des politiques de discrimination. Que ce soit de la part de ministres, que ce soit dans des débats politiques, celles et ceux qui sont arrivés au pouvoir en 2017 pour contrecarrer l'extrême droite et avec une dimension justement de sursaut républicain, de barrage républicain, vous appelez ça comme vous voulez, vis-à-vis de l'extrême droite et son racisme et sa xénophobie, non seulement n'a pas été un rempart, mais a en fait alimenté toutes les obsessions, toutes les fixations, tous les discours et légitimé tous les discours de l'extrême droite tout au long du mandat, dès le début, puisque c'est dès le début du mandat qu'il y a eu toutes les politiques sécuritaires avec une dimension dans ce qui apparaissait comme une volonté, comme lutter contre le terrorisme, mais de faire sans cesse l'amalgame entre terrorisme et pratique de la religion musulmane. Ça, c'était dès les premiers textes de loi sur ces sujets-là, en passant par les textes de loi de lutte contre les migrants, jusqu'au texte sur supposément de lutte contre le séparatisme, qui est vraiment un exemple flagrant de comment, en fait, on en arrive à une attaque globale, parce que ce n'est pas simplement
contre la pratique du culte musulman ou contre les musulmans, mais c'est aussi contre les libertés fondamentales, notamment les libertés associatives. Il y a un gros travail fait par un collectif d'associations, parmi lesquelles la LDH, etc., qui montre comment ce texte de loi fait reculer les droits et libertés de la loi de 1901 et remet en cause, y compris, et c'était aussi un des axes de notre bataille, la loi de 1905 sur la laïcité à plusieurs niveaux. Donc, je vais m'arrêter là pour qu'on puisse avoir le débat et on pourra développer aussi, y compris dans une deuxième partie, les éléments de réponse que nous mettrons en avant et les propositions que nous faisons au sein de la France Insoumise, le travail fait au niveau du groupe sur ces questions. Et pour conclure cette présentation, je voulais réaffirmer à la fois notre engagement en tant que groupe parlementaire et en tant que mouvement à, de manière déterminée, affirmer, se battre, lutter contre toutes les formes de racisme, quelle qu'elle soit, de l'antisémitisme, de l'islamophobie, de la haine anti-Rome, anti-gens du voyage, contre la négrophobie. Aussi affirmer notre volonté de travailler avec toutes celles et ceux, bien entendu les personnes concernées, pour faire aussi ce travail, parce que quand ce travail de déconstruction aussi de nos imaginaires, de nos langages, parce que quand on parle de discrimination, de racisme systémique, on parle d'une longue histoire, je l'évoquais au début, on parle aussi de représentations qui sont largement partagées dans la société, et y compris partagées dans la gauche et dans les organisations, parce que personne n'est immunisé de la même manière que personne n'est immunisé contre le sexisme, contre une culture structurellement et systémiquement machistes. Nous ne sommes pas immunisés en tant que mouvement, en tant que militants politiques, même quand nous l'affirmons, et heureusement que nous l'affirmons et que nous le défendons, contre cet imaginaire, contre ces références qui sont dans la société et que nous pouvons aussi activer sans nous en rendre compte. Et donc c'est aussi important de faire ce travail de déconstruction comme sur d'autres domaines. Et de ce point de vue-là, je pense que nous avons aussi à apprendre, et il faut être à l'écoute et entendre. Ça ne veut pas dire qu'on va être d'accord tout le temps. Ça ne veut pas dire ni compris que la manière de mener le débat est toujours facile, parce que je suis aussi pour ne pas accepter de se faire insulter, de se faire traiter d'antisémite, par exemple. Nous affirmons notre opposition frontale et notre combat acharné contre l'antisémitisme. Il faut discuter, et effectivement quand il y a des faits références, y compris dans les mouvements sociaux, parce que ça c'est aussi quelque chose qui existe, qui est produit et reproduit dans les mouvements sociaux, que nous pouvons nous aussi par ailleurs sans nous en contrôler. Donc oui, entendre, travailler à déconstruire et se battre de manière déterminée contre ce racisme, parce que, et au final je finis vraiment là-dessus, comme je le disais, c'est un enjeu stratégique pour nous. Faire peuple, c'est faire peuple tous et toutes ensemble, sans nier ce qui fait les différences, mais en célébrant, y compris, et on pourra en revenir dans le débat, y compris ce qui fait la richesse, ce qui fait la force de nos luttes, de notre histoire, ce qui fait sa diversité. Nous en avons appelé au concept de créolité développé par le philosophe Édouard Glissant, parce que c'était aussi un enjeu. Pour nous, ce qui fait nation, ce qui fait patrie et ce qui fait république, c'est aussi cette histoire-là et cette diversité, et qu'il n'y a non seulement pas à en avoir honte, mais on peut en être fier, parce que c'est aussi une histoire de lutte de celles et ceux qui ont lutté et qui nous ont permis d'être ici et de constituer ces batailles et de continuer à mener cette bataille. Voilà pour les quelques éléments très très longs, mais j'essayais de tirer aussi un peu le temps pour en attendant Marwan. Et on va pouvoir échanger dans un deuxième temps sur toutes ces questions. Alors, alors oui, j'ai vu. Je suis désolée, donc certains camarades que je reconnais et d'autres dont je ne connais pas le nom, donc je vais vous désigner en vous pointant du doigt. Oui, la personne en noir. Et oui, ce qui serait pas mal de... Tu peux
Alors, allô, on m'entend? Ok. Du coup, moi, ce que je me demandais, c'est comment dans votre stratégie, vous pensez qu'il sera possible de lutter contre la banalisation constante du racisme. Dans le sens où, quand sur LCI, il y a trois personnes qui discutent et qui disent oui, le grand remplacement, c'est une conspiration quand on dit que c'est voulu et organisé, mais dans les banlieues, c'est une réalité. Même pendant le débat Mélenchon-Zemmour, quand Éric Zemmour dit à Mélenchon euh, tous les musulmans ne sont pas des terroristes, mais tous les terroristes sont des musulmans, et ben même quelqu'un qui a quand même le bagage de Mélenchon est pas capable de répondre sur le moment que ça c'est faux, vu que quelques jours avant on arrêtait un nazi avec des produits radioactifs chez lui, on en a parlé 2 jours dans les médias, mais c'est pas repris derrière par les médias. Comment on lutte constamment comme ça à contre-courant contre cette banalisation constante? Oui, oui. Alors moi, je voudrais simplement rappeler que le racisme, c'est un délit. Le racisme est un délit condamné par la loi. Et je crois qu'il ne faut pas hésiter à ne pas accepter ce genre de choses et à le faire condamner. Et peut-être que si on passait plus par la loi, on aurait de meilleurs résultats. Et puis, il y a une autre notion que je ne retrouve pas ni dans la conférence ni dans le cahier, c'est le racisme à la campagne. Moi, je vis dans une région très rurale où on est tous des étrangers. On est étrangers parce qu'on n'est pas payé, parce qu'on est né à 20 kilomètres. Bon, ben c'est bien. On peut se lever, mais pourquoi faire? Ah oui, bon, mais je me rassois. Non, mais je veux dire ça, c'est quelque chose qui n'est pas étudié, mais qui, par exemple, au niveau de la Haute-Loire, tous les centres urbains, on a eu des bons scores aux présidentielles, aux législatives, et dans la campagne, eh bien, c'est Zemmour et Le Pen, parce qu'on parle des étrangers. Et l'étranger n'est pas la personne noire ou arabe, etc. L'étranger, c'est celui qui n'est pas né dans le pays. Et là, il y a un travail à faire. Et comment on peut démonter ça? Parce que c'est pas seulement en Haute-Loire, c'est dans beaucoup de régions. C'est la réalité de la région rurale. Bonjour, bonjour. Moi, j'avais une question. Bah, du coup, merci premièrement pour votre intervention. Vous disiez du coup que la lutte antiraciste, ça faisait un élément à part entière du mouvement de la France Insoumise, etc. Comment vous réagissez en interne quand certains de vos collègues disent qu'il n'y a pas de privilège blanc? Voilà, c'était ma question. Bonjour, je m'appelle Leïla, je suis une militante antiraciste. J'avais plutôt une question à poser à la salle. Salut Gwendal. Pardon. Notamment sur plutôt le titre de la conférence, sur la question des luttes, parce que j'ai l'impression que la solution ne sera pas par la loi, parce que on l'a vu, ça fonctionne pas. Enfin, la loi n'est pas conçue pour rendre justice, mais aussi parce qu'on l'a vu, dès qu'il y a des mouvements sociaux forts et importants, en fait, il y a un nouvel agenda médiatique
qui se met en place, et on l'a vu pour tout un tas de grèves par exemple. Mais sur les questions des luttes antiracistes, en fait, j'ai l'impression qu'on a un front qui est très désuni, déjà qui est très centré à Paris, ce qui est un problème en soi, mais aussi qui est très désuni. Voilà, le comité Adama ne veut pas bosser avec d'autres personnes. Bon, le pire est ce qu'il est. Et on n'a pas de grosses organisations radicalement antiracistes. Donc là, je ne parle pas ni de la LICRA, ni de SOS Racisme, qui du coup ne rentrent pas dans les clous. Et en fait, la question que je me posais, c'est comment on fait aujourd'hui pour construire un mouvement qui aurait la même gueule que nous toutes, par exemple, sur les questions du féminisme, qui arrive à mettre à l'ordre du jour les problématiques spécifiquement antiracistes, et comment nous, en tant que militants associatifs, etc., et de la France Insoumise, on arrive à soutenir ce genre d'initiative. D'où est-ce que ça pourrait sortir? Donc je vois qu'il y a effectivement il y a beaucoup de lutte qui se base notamment sur la question des violences policières. Bon, le problème, c'est qu'en fait, ça invisibilise pas mal les femmes racisées qui subissent aussi des violences policières, mais en fait, personne ne se mobilise quand il y a des meurtres de femmes racisées ou des violences contre les femmes racisées. Et du coup, il y a un peu toute cette question-là. Quels outils, nous, on peut avoir pour encourager ce genre de mouvement-là, encourager l'auto-organisation des concernés et soutenir ces mouvements qui, à mon sens, sont une grande partie de la réponse, parce que l'antiracisme ne se réglera ni à l'Assemblée nationale, ni sur les plateaux de télé, tout seul. Il va nous falloir un mouvement social fort et efficace. Et du coup, moi, je serais intéressée de savoir, parce que je pense qu'il y a des militants antiracistes dans la salle, comment ça se passe chez vous et qu'est-ce qu'on pourrait faire pour s'unifier à ce niveau-là. Voilà. Bonjour. Je voulais simplement dire qu'effectivement, moi, je milite pour des migrants. J'en ai hébergé. Le recours à la loi, c'est très compliqué, effectivement. La loi n'est pas prévue pour. Et si on regarde bien aujourd'hui, on a une justice administrative partout. Nous avons les premiers qui règlent le sort des migrants, ce sont les préfets. Ensuite, la justice administrative entérine. Sur la Nouvelle-Aquitaine, nous avons Fabienne Bussiot qui a détruit la jungle de Calais et qui est arrivée en nous expliquant qu'elle ne régulariserait jamais parce qu'elle n'allait pas faire un endroit où rentreraient les migrants. Et on le voit sur toute l'Aquitaine, hein. Ce n'est pas seulement en Gironde, puisqu'elle est préfète également de région. Là, heureusement, apparemment, elle changerait de lieu. Elle ne remplace pas l'allemand, mais elle avait remplacé l'allemand à Bordeaux, et on sait pourquoi. Il se trouve qu'effectivement, je rejoins la dame qui a parlé juste avant, la difficulté, c'est d'arriver à unir les mouvements. On est très nombreux à se battre pour les migrants. On est très nombreux à se casser les dents sur la loi qui encourage et facilite le rejet. Le changement avec le droit du sol, là, ça va être une catastrophe si ça passe. Donc effectivement, je pense que c'est un enjeu stratégique. C'était à qui ? Excusez-moi. Bonjour, je m'appelle Samuel, je suis militant antiraciste parce que le racisme c'est quelque chose que je vis depuis que je suis enfant, depuis que je suis en France. Et la question que je me pose en fait, c'est en plus du coup d'un gros mouvement social dont les militants antiracistes ont besoin en France, comment en tant que député on peut agir avec des lois pour lutter contre le racisme, même s'il y en a déjà. En fait, je me demande, vu que les députés sont censés représenter le peuple, comment est-ce qu'en fait, en tant que député, on peut lutter contre le racisme? À l'Assemblée nationale, comment on lutte contre tout ça? Bonjour, je m'appelle Claude, je suis totalement d'accord avec ce que tu as dit dans l'introduction, c'est-à-dire qu'il y a un rapport direct entre la lutte des classes et le travail antiraciste. Il ne faut pas scinder les choses. Il y a un bon exemple que tout le monde doit avoir en tête, le 2 juin 2020, qui a permis en France que tout le monde soit déconfiné contre les lois pourries que Macron avait mis en place. C'est la jeunesse des banlieues qui est sortie, suite à l'affaire Floyd, pour justice pour Adama. Ils ont manifesté malgré l'interdiction et on a tous été déconfinés, grâce à eux. Alors ça a été effacé, mais c'est grâce à eux. Et ils l'ont fait, toutes tendances confondues, hommes, femmes, racisés, pas racisés, parce que c'était insupportable, particulièrement la situation qu'ils ont vécue eux. Et donc je pense que la solution existe pareil.
l'émancipation des travailleurs sera l'œuvre des travailleurs eux-mêmes, a dit un grand ancêtre, ça reste vrai. On ne va pas se battre pour les gens, c'est eux qui doivent se battre, on doit les aider à faire ça. Et mon point de vue, c'est que la nouvelle Union populaire, qui donne en perspective la constituante dont tu as parlé, c'est ça l'objectif. C'est ça l'objectif, il n'y en aura pas d'autre. On ne va pas se scinder, nous ici qui sommes unis dans la nouvelle Union populaire, en militants antiracistes spécifiques d'un racisme particulier. Tout doit pouvoir être combattu ensemble pour une nouvelle société, pour en finir avec le capitalisme et ses agents. Et Macron est un bon agent du capital. Je voulais terminer en disant, on peut préparer nos assemblées populaires partout, dans toutes les circonscriptions. On a commencé, moi je viens du Nord-Isère, on a fait une assemblée le 18 juillet, on a fait un porte-à-porte le 5 août dans un quartier populaire qui avait voté majoritairement pour Mélenchon, avec beaucoup d'abstention. On a été très très bien reçus par des gens qui viennent du monde entier et qui comprennent bien que l'essentiel, c'est pas venir leur dire « on va lutter pour vous, pour empêcher que le racisme s'exerce contre vous ». C'est « on vous invite à combattre avec nous, ensemble, pour s'organiser ensemble contre ce pouvoir abominable et le sort qui nous est promis et qui nous est fait ». Macron a encore fait des annonces hier. Je pense que la lumière qui doit nous éclairer aujourd'hui, quand même, c'est le mouvement des travailleurs anglais qui sont en train de manifester contre la vie chère partout en Angleterre. Et j'espère bien qu'avec la marche contre la pauvreté que nous allons tous préparer, on va pouvoir donner un point d'appui pour ce mouvement-là. Je vais essayer d'être très rapide. Moi, je porte une attention assez particulière au langage et aux mots. Et depuis assez longtemps maintenant, on dit toujours le racisme et l'antisémitisme. Et on les joint ensemble comme s'il y avait une différence, comme s'il y avait une classification dans les racismes. Il y a pas, c'est le racisme. Et dans le racisme, il y a, comme vous le disiez tout à l'heure, le racisme, l'antisémitisme, l'islamophobie, tous ces trucs-là. Et donc, je m'érisse complètement contre l'association systématique dans les médias, en particulier, des deux mots, le racisme et l'antisémitisme. Non, il y a le racisme, dont l'antisémitisme est une partie. Et je pense que c'est très important de bien faire, pour nous, de bien faire la différence pour pas que ce soit systématiquement associé. Il y a une classification, le racisme est une catégorie, l'antisémitisme est une sous-catégorie. Bonjour, je suis dans le Val-de-Marne. Je prie de m'excuser si la réponse à la question a déjà été donnée dans l'introduction parce que je suis arrivée en retard. Ma question, elle concerne en fait un peu, peut-être un débat presque théorique mais qui a des applications très pratiques et qui rebondit sur ce qui a été dit à la fin, à la fois sur le racisme systémique et sur les problèmes de conscience individuelle et collective. Ce que je veux dire, c'est que quels moyens la France insoumise peut se donner pour que la représentation des quartiers populaires racisés dans les structures décisionnelles, dans les candidatures aux diverses fonctions électives s'améliore. Parce que autant la parité est quelque chose, la parité de genre, est quelque chose qui a été un peu réalisé, peut-être un peu à marche forcée, mais enfin, si on prend si on prend les évolutions, c'est plutôt positif. Autant, pour dire les choses simplement et un peu vulgairement, il n'y a pas de rebeu mâle à l'Assemblée nationale parmi les députés. Et pour moi, c'est un problème. Du coup, donc merci pour la conférence. Je vais poser une question que j'avais déjà posée il y a 3 ans au colloque que tu avais fait sur le racisme à l'Assemblée nationale, qui était super. Et c'est une question sur les statistiques ethniques, parce que moi, c'est un sujet qui m'intéresse pas mal. Et je sais que, alors, ça me fait penser un peu au sujet sur MeToo. Mais c'est un sujet sur lequel on avait des statistiques, mais par contre sur le sujet ethnique, non.
parce que c'est interdit. Alors je ne suis pas ultra spécialiste du sujet. Je sais qu'il y a un seuil de tolérance, il y a un facteur de tolérance, quelque chose comme ça. Mais sinon, ce n'est pas quelque chose qui est très poussé. Et peut-être que ça freine un petit peu justement. Et c'était l'avis en tout cas des chercheurs et des associatifs qui étaient invités à ce colloque-là. Je m'en souviens quand j'ai posé la question. Donc voilà, quelle est la position là-dessus de la France Insoumise? Est-ce que ça a un petit peu changé? Pourquoi? Enfin voilà, comprendre la position sur les statistiques ethniques. Merci. Déjà, les statistiques sont possibles, juste on ne le sait pas bien, en fait. C'est vraiment possible, il faut juste, il y a des précautions à prendre, etc. Mais en fait, c'est possible et c'est assez mal connu. Moi, j'ai la chance d'être adjointe à Villeurbanne à la lutte contre les discriminations. C'est passionnant, mais je trouve qu'on avance sur l'égalité femmes-hommes, même s'il y a énormément de travail encore sur l'homophobie, etc. On arrive à avancer, à faire reconnaître le problème. Je crois que dans les discriminations ethno-raciales, c'est qu'en fait, il y a vraiment une non-reconnaissance du sujet. Et ça va même au-delà de ça. On parle de comment on fait pour rassembler les gens. En fait, ce qu'il faut voir, c'est qu'on a eu vraiment des gros reculs. Si on part de la marche de 83 où il y a des choses qui se passent, il y a des gens qui se mobilisent, en fait là tout a été conditionné, tout a été fait pour que ça ne soit plus possible entre la loi séparatisme et les chartes d'engagement républicains. Tout est fait notamment sur le racisme anti-musulman pour que les premiers concernés ne puissent pas se rassembler et faire valoir leurs droits et leurs besoins. Et moi, ma question, c'est comment on fait avec ce cadre légal? Parce qu'on dit il faut utiliser la loi. En fait, le cadre légal, le droit de la non-discrimination, le droit pénal, il y a beaucoup de choses. Le cadre légal est fort. Or, il n'est pas utilisé et on vient contrecarrer par des lois qui viennent empêcher l'utilisation, la mobilisation de ce droit. Donc moi, ma question, elle est un peu au-delà de ça. C'est comment on fait pour mobiliser dans ce contexte légal-là qui vient clairement affaiblir la parole des premiers concernés quand ils commencent à se regrouper, à vouloir faire des choses. Merci. Je voulais avoir une précision sur le mot xénophobie, enfin phobie, parce que j'avais lu un livre qui s'appelle La langue de Zemmour, et il disait qu'en fait il est pas raciste, il est xénophobe. Et donc je voulais savoir justement comment, puisque la xénophobie c'est la peur, on ne peut pas empêcher les gens d'avoir peur, par quoi on pourrait remplacer cet affect? Comment on pourrait faire de la créolisation ou la créolité à quelque chose de positif pour qu'on remplace cette... Parce que moi, quand je vais sur le compte d'un facho sur Twitter, tous ces posts, c'est des agressions, c'est des agressions par des Noirs, par des Arabes. Donc, il a cette peur viscérale de dire, mais en fait, pour moi, c'est un danger, quoi. Donc, par quoi remplacer la peur? Alors, je vais dire un truc très court. C'est pour le camarade qui a parlé tout à l'heure. En fait, et justement, il y a une réponse plus ou moins directe sur le fait qu'on invisibilise certaines luttes. Et en fait, ces appels au rassemblement, que ce soit pour les pouvoirs d'achat, etc., en fait, on fait les deux. Quand on entend des camarades ici dire qu'ils font partie de luttes antiracistes, ça ne les empêche pas d'être là pour le pouvoir d'achat. Et dire ces injonctions faites au rassemblement, moi, j'ai presque envie de les faire dans l'autre sens. C'est quand on se déplace que pour le pouvoir d'achat, mais qu'on ne se déplace pas pour certaines luttes spécifiques et qu'on laisse les communautés concernées galérer à contre-courant, qu'il y a un problème. Mais venir nous dire, là, sous cette tente, en fait, rassembler pour le pouvoir d'achat, je trouve ça presque limite. Voilà, je suis désolé de faire une réponse directe, mais... Passer à la camarade. Et j'essaierai de donner des éléments, mais peut-être que je sais qu'il y a d'autres camarades militants, voilà, qui peuvent dire un ou deux mots et répondre aussi. Juste un petit mot, en fait, c'est très bref. C'est pour dire qu'en fait, en France, il n'y a pas qu'en zone rurale. On est toujours d'un endroit. Et là où je suis née, c'est toujours le meilleur endroit, le plus bel endroit.
Et on a un racisme entre nous qui est assez étonnant. Donc effectivement, je suis tout à fait d'accord avec vous. Moi, je me suis présentée sur la lutte antiraciste, mais je suis de tous les combats. J'ai été gilet jaune en même temps que j'ai été insoumise. Et je peux dire que j'ai eu souvent honte d'être parmi des gens les plus vieux, en train de se déplacer et risquer de se faire castagner par des policiers déchaînés. Moi qui ai toujours enseigné à mes élèves, j'étais principale en collège, qu'on respecte la loi, on respecte les forces de l'ordre. J'ai vu des femmes avec leurs gamins, la femme se faisant frapper, les gamins pleurant, disant non, ne tapez pas ma mère. Et moi, la seule chose que j'ai eue comme réponse, c'était pleurer et m'éloigner. J'ai jamais eu aussi honte de moi-même qu'à ce moment-là. Donc aujourd'hui, je me lève et je continue malgré tout, mais avec la peur au ventre. C'était qui ? Bonjour à tous, moi je m'appelle Salma. C'est pour répondre plus à ta question sur comment on s'unit. Et je pense plus large, je pense aussi aux syndicats, aux partis politiques comme la France Insoumise ou le NPA. Et en fait, et même pour répondre à la question des mots, à la remarque sur les mots et le fait que voilà, le racisme ça englobe plein de réalités, etc. Moi je trouve que fonctionner en réaction à l'extrême droite qui se développe aujourd'hui et à tout en fait leur idéologie qui est à la fois extrêmement raciste, extrêmement islamophobe, extrêmement antisémite, extrêmement misogyne, extrêmement aussi homophobe et transphobe. Et du coup, et capitaliste bien sûr. Et du coup, en fait, je vois que l'extrême droite, c'est super bien organisé en communication, en influenceurs, en organisation, même en formation politique. Ils ont des formations politiques, ils mettent en avant des figures jeunes. Et j'ai l'impression que la gauche, on a du mal à faire ça, à produire un discours, en fait, qui n'est pas juste dans le comment dire dans justement on est mal, il faut qu'on discute des spécificités, il faut qu'on débat entre nous. Ah, je suis pas d'accord avec toi sur ce plan, donc je suis pas d'accord avec toi parce que je suis hyper radicale. Enfin, en fait, l'urgence des problèmes qu'on a aujourd'hui racistes fait que je pense que ce serait important de focaliser en fait sur toutes ces milices d'extrême droite qui se créent partout, qui sont hyper violentes, notamment à Lyon, mais dans le stade. C'est une culture de stade qui est de plus en plus violente et on le voit aussi dans le trafic d'armes. Où l'extrême droite et le mouvement survivaliste en fait ne font presque que un. Et je voulais demander en fait, est-ce que il y a une stratégie cette année de essayer de démanteler en fait ces groupes-là? Je pense à Génération Identitaire qui a encore ses locaux dans le Vieux-Lyon. Je pense aux OAV de Paris qui est un groupe de stade. Je pense à plein de je pense au collectif Némésis qui instrumentalise le féminisme à des fins extrêmement racistes. Donc je voulais savoir en fait quels sont les leviers en fait à l'Assemblée nationale contre ce genre de groupe parce qu'ils sont invités par le RN pour des conférences, pour des choses et profitent de cette légitimation. Est-ce qu'on peut passer par là pour arrêter de banaliser le racisme? Quelqu'un d'autre? On va prendre deux dernières et puis après il restera un quart d'heure, j'essaierai de donner des éléments et puis si Marwan arrive, il aura 5 minutes. Merci beaucoup pour les échanges qui sont super intéressants. Je voulais revenir sur ce que disait la camarade qui était adjointe à Villeurbanne. Je suis de Lyon, donc j'ai un peu étudié ce que vous faisiez. Si par ailleurs vous êtes dans des communes qui ont les moyens et que vous réfléchissez à qu'est-ce qu'on peut faire en fait pour lutter contre les discriminations avec l'aide de la mairie, de la communauté de communes, de votre métropole, etc. Regardez ce que fait la ville de Villeurbanne, parce que c'est une des villes en France les plus avancées sur ces questions-là. Ils font du testing sur les banques, sur le logement, etc. etc. Je pense qu'il y a plusieurs choses. Regardez aussi peut-être l'Alliance citoyenne,
qui est en fait un syndicat de locataires à la base et qui s'est agrandi. Et maintenant, ils ont plusieurs antennes où en fait, c'est un syndicat de femmes musulmanes. Alors, qui portent le voile ou non, c'est pas ouvert qu'aux femmes musulmanes. Vous pouvez y aller si vous n'êtes pas musulman. D'ailleurs, vous pouvez y aller si vous êtes un homme aussi. Et qui font tout un tas d'actions en fait. Donc, c'est vraiment auto-organisation par les concernés et qui choisissent leur combat. Donc, on connaît la lutte pour les burkinis à Grenoble. À Lyon, il y a eu des choses sur... Enfin, plutôt d'ailleurs à Villeurbanne, il y a eu des choses sur le fait que des centres de formation refusaient les personnes qui portaient le voile. Et je pense que d'un point de vue militant, entre nous, il faut se dire aussi que en fait, les luttes de premiers concernés n'empruntent pas les mêmes codes que ceux qu'on a, nous, quand on est militant de partis, de syndicats ou d'associations qui sont très bien établis. On l'a vu avec les Gilets jaunes, en fait, il y a un truc où on a du mal à communiquer simplement parce qu'on ne fonctionne pas pareil. Et du coup, c'est bien aussi quand nous, militants de partis ou de syndicats, on laisse de côté nos préjugés 2 secondes et on accepte qu'effectivement, une lutte peut aussi se mener via Facebook. Par exemple, on a déjà entendu ces remarques-là au tout début des Gilets jaunes. Du coup, moi, je vous invite surtout à vous intéresser à ces associations-là qui ne fonctionnent pas comme on a l'habitude, mais en fait qui font des choses et qui ont besoin de ressources, pardon, et notamment d'aide humaine et matérielle. Et d'un point de vue du côté des élus, en fait, il faut peut-être aussi les recevoir, ces associations, parce que l'Alliance citoyenne, par exemple, la ville de Lyon avait refusé de les recevoir parce que vous comprenez... un truc de syndicat de femmes voilées, ah non, c'est mort. Et après, sur la question de l'extrême droite, il y a Grégory Doucet qui est de passage aux amphis. On pourrait lui poser la question parce que lui, pour le coup, face à l'extrême droite à Lyon, il fait pas grand-chose. Donc, et c'est pas faute de lui rappeler qu'il y a des choses à faire. Donc, peut-être qu'on peut lui poser la question quand il passera. Oui, du coup, c'était plus pour un partage, on va dire, d'expérience. Plus fort, ok. Est-ce qu'on m'entend mieux? Voilà. Donc c'était un partage un peu d'expérience, puisque récemment, je suis allé à une exposition sur Bordeaux, sur les origines du racisme, qui était à Paris quelques années auparavant. Et en fait, la lutte contre le racisme, je pense qu'elle doit quand même prendre tous les champs, puisque notamment le champ juridique, puisque en fait l'institution institutionnalise au final le racisme, et même au niveau des sciences, au niveau des médias, au niveau de la culture. Et du coup, il faut vraiment négliger aucun terrain, et que ça ne peut pas que se passer dans la rue, parce que si on oublie un champ, le racisme rentre, vous le jetez par la fenêtre, et il rentre par la porte, et ainsi de suite. Donc, et j'ai trouvé, c'était très intéressant, par exemple, j'étais allé avec des amis noirs qui justement étaient un peu agacés, comme me disait monsieur au fond, qu'on fasse la distinction entre racisme et antisémitisme, comme s'il y avait une hiérarchie en fait dans les douleurs, dans les crimes contre l'humanité. Et dans cette exposition-là, on mélangeait en fait tous les crimes contre l'humanité, le Rwanda, la Shoah, ce qui s'est passé même dans des régions du monde que je ne connaissais pas. Et en fait, le racisme, c'est vraiment structurel et c'est un peu partagé partout dans le monde, et c'est ce qui est dommage. Donc voilà, c'était vraiment cet aspect-là, que le racisme est partout, et donc il faut vraiment négliger aucun aspect, et notamment l'aspect juridique, puisque en France, au final, la distinction noir-blanc est arrivée par le droit avec Napoléon. Et moi, je pensais que c'était plus ancien, mais juridiquement, ça a été imposé à ce moment-là. Voilà. Marwan vient d'arriver. Et donc, je vais tout de suite lui laisser la parole, parce que je lui laisse peut-être le temps de s'installer. Voilà. D'accord, je vais essayer. Ouais, on va prendre un petit peu de temps, on a commencé un peu en retard. Juste dire 2-3 choses. Je suis d'accord sur le fait qu'il faut mener la bataille sur tous les champs, et je pense que dans tous les secteurs, il y a des luttes et des bagarres à mener. Sur la question du droit, c'est vrai ce que disait la camarade, en fait, on a un corpus très, très consistant en fait maintenant. Un des travaux qu'on a fait avec Hugo Bernalicis au sein de la commission des lois, et on a travaillé là-dessus, et j'espère qu'on va arriver à proposer un texte un peu fini. C'était justement une proposition de faire un code de la non-discrimination, parce que le droit de la non-discrimination s'est beaucoup étoffé, c'est juste qu'il est très éclaté, et l'enjeu c'était de donner une visibilité. Donc en fait les outils législatifs existent, et je pense qu'il y a un enjeu à développer une jurisprudence, parce que effectivement
effectivement, ce qui manque et ce qui est difficile, et c'est vrai dans beaucoup d'autres champs, mais notamment sur la question de la lutte contre les discriminations et la lutte contre le racisme, c'est le parcours de combattants et combattantes pour les personnes qui sont victimes. Juste des données. Donc ça, vous retrouvez ça aussi dans le rapport de la CNCDH. En 2019, plus d'1 million de personnes de plus de 14 ans déclarent avoir été victimes d'au moins une atteinte, injure, menace, violence ou discrimination à caractère raciste. Il y a eu que 600 affaires qui ont été transmises en justice et 393 condamnations. C'est ce qu'on appelle le chiffre noir, c'est-à-dire, et ça existe dans d'autres domaines justement en matière d'oppression, c'est vrai sur les questions de sexisme, LGBT-phobie, etc. C'est que malgré les outils qui existent, la justice est inaccessible, la reconnaissance, et ça participe aussi en fait à changer la culture politique générale, et donc il y a un enjeu en matière de jurisprudence, et il y a des juristes qui travaillent là-dessus, il y a des chercheurs, etc. Et en tant que parlementaire aussi, on a, je pense, un rôle à jouer en mettant en avant ces questions-là. Je voulais juste répondre là-dessus, et je vais tout de suite laisser la parole à Marwan Mohamed, qui est un sociologue, chercheur, qui travaille sur plein de sujets, mais il va le dire mieux que moi, et donc notamment ces questions de discrimination, et qui, en une petite dizaine de minutes, va pouvoir nous faire une petite présentation un peu sur ce thème, et on débordera un petit peu pour que vous puissiez lui poser plein de questions, parce qu'il a beaucoup d'éléments de réponse, et en tout cas de réflexions extrêmement intéressantes à partager avec nous. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Daniel. Je voulais d'abord m'excuser de mon retard, qui est indépendamment de ma volonté. On a été bloqué 1h40 dans le TGV à cause d'une panne, donc c'était imparable. Ce que je voudrais dire en si peu de temps, j'avais beaucoup de choses à vous dire. Je dirais peut-être 2 choses, pour aller très très vite et pour alimenter la discussion. Je ne sais pas ce qui s'est dit avant, mais par rapport au sujet sur l'actualité et l'état des luttes antiracistes de manière générale, je pourrais dire qu'on est vraiment dans une situation paradoxale. En tout cas, c'est le regard que j'ai, avec d'une part un renouvellement du paradigme de la lutte antiraciste, un renouvellement des concepts, un renouvellement des énergies également dans la manière dont on se saisit en France de la question de l'antiracisme, avec un basculement entre un antiracisme qui était plutôt, on peut dire, universaliste, basé sur une lecture très individualiste, on va dire, là je simplifie un petit peu, mais c'est pour aller vite, et qui remettait très peu en question ses fondements peut-être historiques, philosophiques, et qui liait un peu l'histoire de la constitution de la République avec l'histoire coloniale et cette question de l'antiracisme à une génération, à des générations, à des mouvements davantage portés par les principaux concernés, qui ont pris la parole, qui ne veulent plus être relégués et qui considèrent qu'il faut aller à la racine des choses, et c'est en cela qu'ils apparaissent de manière beaucoup plus radicale. Alors, de manière erronée, on a tendance à dire qu'il y a un certain nombre de thématiques qui font scandale, notamment les questions de racisme d'État, on peut en discuter, mais la question de racisme d'État, juste pour rappeler, elle a été soulevée par le MRAV en 1979 à l'époque pour critiquer les contrôles aux faciès qui se multipliaient et pour critiquer l'action du ministère de l'Intérieur. Donc ce n'est pas quelque chose qui émerge aujourd'hui, qui a déjà été porté par un certain nombre d'organisations antiracistes. Donc on a ce mouvement-là que vous connaissez très très bien, ces évolutions-là, et puis on a des mobilisations qui sont conséquentes. J'ai parlé de la mobilisation du comité, j'imagine que vous en avez parlé, du comité Adama de juin 2020, qui a été considérable, plusieurs dizaines de milliers de personnes devant le palais de justice de Paris, quelque chose qui a fait quand même, qui a inquiété une partie des élites au pouvoir actuellement. Et donc ces évolutions-là, ce que je vous dis, pourrait donner l'idée que la lutte antiraciste avance. Maintenant, si on regarde du point de vue des débouchés politiques concrets, en fait, la réalité est beaucoup plus négative que ça. C'est-à-dire qu'on est dans une période où c'est les mouvements racistes, les idéologies racistes et un certain nombre de projets de loi qui ont pour effet de trier les populations en fonction de leur origine ou leur religion d'origine. C'est ça qui est en train de l'emporter aujourd'hui. C'est ces mouvements conservateurs. Je veux dire, le mouvement antiraciste de manière générale va très mal.
Même si une nouvelle parole antiraciste est audible aujourd'hui, elle est relayée à l'Assemblée nationale, dans la rue, etc. Mais dans la réalité, si on regarde juste du point de vue des débouchés politiques et juridiques, tout ce qui s'inscrit dans la loi, c'est qu'une succession de défaites. Pardon. C'est qu'une succession de défaites. Et je prendrai l'exemple de la question de l'antiracisme s'articule beaucoup à la lutte contre les violences policières. Et je me rappelle de cette semaine-là, pour moi, qui m'a marqué, qui est révélatrice, cette semaine où l'ancien président de la République, François Hollande, a été visiter le jeune Théo qui avait subi des violences et des viols dans la région parisienne. Et donc, un certain nombre de personnes s'étaient plaintes de la visite de François Hollande, d'une personne qui est en plus un cas judiciaire. Vous connaissez toutes ces logiques de criminalisation. La même semaine, le gouvernement, la majorité de François Hollande faisait passer une loi à la demande des syndicats de police, la même semaine, la semaine de la visite, qui assouplissait les conditions de la légitime défense. Et ça s'est traduit concrètement l'année d'après par une explosion d'usage des armes par les forces de police. Donc, je pense qu'il faut regarder deux choses. La dimension de la communication, la dimension politique, la dimension de la reconnaissance de manière générale des luttes et de leur visibilité, et ce qui est voté, et les rapports de force réels au niveau des instances de pouvoir. Et là, on est vraiment dans une situation qui est extrêmement compliquée. Et puis, je ne me réjouis pas de la fragilisation et de la disparition de certaines grandes organisations antiracistes qui ont marqué la lutte antiracisme au cours du XXe siècle. Et même si on pouvait ne pas être d'accord sur la ligne, même si on pouvait ne pas être d'accord sur la manière de traiter la question des violences policières ou des questions de laïcité ou d'islamophobie, c'est une défaite collective, une défaite pour tout le monde de voir le MRAP quasiment disparaître, la LDH se fragiliser, si on regarde en termes de nombre d'adhérents, etc., etc. Bon. Donc ça, c'est le premier point que je voulais soulever. Le deuxième, c'est sur la difficulté aujourd'hui, sur une des formes de racisme qui est devenue hégémonique et qui a participé de ce qu'on peut appeler la mainstreamisation, la normalisation des idées d'extrême droite, des partis d'extrême droite aujourd'hui. Que c'est une autre manière de regarder la défaite politique, c'est de voir la place qu'occupe le Rassemblement national aujourd'hui et le fait que, de manière tout à fait normale, En Marche, les LR négocient, s'arrangent et articulent leur politique, se coordonnent avec un certain nombre de mouvements d'extrême droite. Sur quoi repose cette normalisation ? Pas seulement en France, mais dans toute l'Europe. Sur quoi repose la normalisation ? En partie sur l'islamophobie. En partie sur l'islamophobie. Ce que je veux dire par là, c'est que l'islamophobie est une forme de racisme très particulière qui permet à des personnes qui la développent de passer pour des républicains et des progressistes. Contrairement à des formes de racisme dont le rejet fait consensus. Hein. Et donc, ça renvoie à quoi ? Et je vais terminer là-dessus parce que pour moi, ça me semble extrêmement intéressant. Ça renvoie à ce qu'on appelle en sociologie la racialisation, c'est-à-dire la construction idéologique du racisme. Il y a plusieurs formes de construction idéologique du racisme. On connaît le racisme biologique, le racisme culturel. Et il y a une forme de racisme qui s'est imposée aujourd'hui et qui est difficile à manier et qui met en difficulté beaucoup de gens qui sont ici et des partis qui sont à gauche, c'est la racialisation conspiratoire. La racialisation conspiratoire, c'est-à-dire le fait d'articuler une forme de racisme à une théorie du complot. Et aujourd'hui, l'islamophobie, sa forme majoritaire à l'islamophobie, elle repose sur la racialisation conspiratoire, sur l'idée qu'il y aurait un complot, non pas des musulmans, c'est trop simpliste, mais un complot islamiste, un complot de l'islam politique, et je pourrais vous donner 1000 exemples, comme celui du conseil régional de Bourgogne-Franche-Comté. Rappelez-vous l'actuel député du Rassemblement national, Julien Audoul, qui avait montré du doigt une maman qui portait un foulard et qui accompagnait une sortie scolaire, et qui avait dit que c'était une militante islamiste qui était en train de provoquer. Thèse reprise dans la presse, thèse reprise il y a eu Célibé qui avait compté 89 émissions de télévision, 280 invités, 0 femme qui porte un foulard. Et cette thèse de la manipulation islamiste, reprise par le chef de l'État, dans Valeurs Actuelles, qui fait passer Julien Audoul pour une victime qui se serait fait attraper et serait fait avoir par une femme qui serait très proche de l'islam politique. Ça, c'est les mots du président de la République.
Alors il y a des enquêtes qui montrent qu'en fait cette femme-là, elle n'était même pas disponible, elle était en plein déménagement, elle ne voulait pas venir, elle ne pouvait pas venir, mais si elle ne venait pas, il n'y avait pas de sortie scolaire. Ça, c'est la réalité des faits. Mais peu importe la réalité des faits. Là, on a tous les ingrédients du schéma islamiste, c'est-à-dire on a des comploteurs, les islamistes, l'islam politique, etc. On a un complot qui veulent islamiser la société française, qui veulent combattre la République. On a des complices, les islamo-gauchistes, l'extrême gauche, la LFI, etc. On a tous les ingrédients qui permettent de définir et de caractériser ce qui est une pensée conspirationniste et un complot. Ce racisme conspiratoire, il est extrêmement difficile à manœuvrer et à contrer, parce qu'il n'a pas besoin de se justifier et d'être prouvé pour exister. Il a juste besoin d'être énoncé. Et face à ça, les gens sont obligés de se dépatouiller. Ça repose sur une logique de suspicion, et une logique de suspicion qui traverse également les partis de gauche, qui traverse également des gens qui se situent à gauche, mais qui, mine de rien, se disent « il n'y a pas de fumée sans feu ». Et donc, non mais c'est extrêmement important, parce qu'aujourd'hui, c'est la forme hégémonique de racisme, c'est la forme de racisme la plus difficile à contrer, c'est la forme de racisme, et c'est la logique de racialisation sur laquelle s'est construite la normalisation et la mainstreamisation de l'extrême droite et des idées d'extrême droite, des opinions d'extrême droite. Et c'est sur ça que repose une partie de la victoire culturelle, la victoire de la bataille culturelle de l'extrême droite aujourd'hui sur l'opinion. Ça se traduit en nombre d'électeurs, mais ça se traduit de 1000 autres manières. Voilà ce que je voulais dire en un peu plus de 10 minutes et en concentré, mais on peut discuter. Alors, on va prendre 4 interventions de personnes qui ne sont pas déjà intervenues. Marwan fera une réponse et je dirais 2 mots de conclusion. On va un peu déborder, mais je pense que on mettra sur le compte de la caisse du service public ferroviaire. Hein. Et bah oui, c'est littéralement ça. Alors, le camarade là, si vous voulez bien vous le passer, on va faire 2 hommes, 2 femmes si possible. S'il y a d'autres camarades, j'ai vu là. Oui, la camarade tout au fond, le camarade tout au fond. Et là, s'il y a une autre camarade femme. Bon, vas-y, on va prendre 4. Oui, ben, merci pour ton intervention et merci à Daniel aussi. Par rapport à ce que tu disais, que en fait, les organisations en fait, comme l'OMRAP ou le MIB ou d'autres organisations en fait, maintenant les grandes organisations antiracistes sont réduites à très peu de choses aujourd'hui. Effectivement, c'est triste, mais il ne faut pas oublier non plus qu'il y en a eu plusieurs qui ont été dissoutes récemment. Et ça, faut vraiment le noter. Et que, en fait, il faut pas nous qu'on hésite à résister à ça, parce qu'il y a eu des précédents. Par exemple, quand le CCIF a été dissous, quand le CRI a été dissous, il y a eu très peu de réactions. Quand Nantes Révoltée a été dissous, il y a eu des réactions et ça a marché. Et c'était des réactions, on n'a pas fait des grandes manifs de dizaines de milliers de personnes, hein. Ça a été des tweets de Jean-Luc Mélenchon, de ci, de là, et ça a fonctionné. Et alors, bien entendu, on sait très bien, en fait, après, les organisations de gauche ont peur qu'en prenant parti pour le CCIF, on les traite de complices de l'islamisme, tout ça. Mais en fait, il faut résister. Quand il y a eu la manif contre l'islamophobie en 2019, eh ben, à un moment donné, ça a failli être annulé. Et puis, il y a eu une tribune de Jean-Luc Mélenchon qui a dit bah non, il faut que ça ait lieu. Voilà, ça a tenu bon. Et ben, c'est une très bonne chose. Et maintenant, on a de quoi se féliciter de cette marche et du fait que ça a pu avoir lieu parce qu'il y a des gens qui ont résisté à effectivement à la pression, non, après on va vous dire que vous êtes complices des islamistes. En fait, il ne faut pas laisser des organisations antiracistes être dissoutes par le gouvernement et il faut résister. Et tant pis si on nous traite de ci, de ça, de toute façon on nous traitera toujours de ci, de ça. On va pas s'empêcher d'avoir une réflexion sur ce qui se passe en Israël et en Palestine. Sous prétexte qu'après on pourrait être traité d'antisémite. Voilà, c'est juste qu'en fait, à mon avis, il faut se mobiliser à chaque fois. Voilà. Merci. Est-ce que c'est assez fort là? Ouais, bon. Juste à côté, parfait.
Moi, j'avais entendu des questions avant là, qui avaient l'air intéressantes, et il y en a une surtout, il me semble que c'était toi. Non, oula, quelqu'un. Alors, pas forcément sur les statistiques ethniques, parce que comme la dame disait, on peut les faire. C'est juste qu'il me semble que c'est pas très bien vu et qu'à l'heure actuelle, on se mouille pas là-dessus. Mais alors qu'on devrait sûrement. Mais c'était plutôt sur quelles sont les actions possibles des députés au sein de l'Assemblée nationale pour les luttes antiracistes, sachant que on a effectivement peu de crimes qui sont rapportés à la police parce qu'il y a une méfiance et pour X ou Y raison, qu'à l'heure actuelle les voies légales fonctionnent pas ou peu, qu'on a des gens qui sont multicondamnés et qui sont invités sur des chaînes publiques, voire même se portent candidats, on ne citera pas. Mais voilà, je veux dire, à l'heure actuelle, on a l'impression d'être face à un système où c'est presque un badge de valeur, c'est presque positif d'avoir été condamné pour incitation à la haine raciale et ainsi de suite. Qu'est-ce qu'on peut faire contre ça? Ils se prennent des tapes sur les doigts. On a des milliardaires qui peuvent se payer des chaînes de télé et dire vas-y, tu peux dire tout ce que tu veux de toute manière, c'est moi qui raque derrière. Il n'y a pas de souci, etc. Voilà. Et donc, quelles sont les actions concrètes réellement possibles par des instances, surtout qui sont à l'heure actuelle pas majoritaires à l'Assemblée nationale? Alors bonjour, je parle assez fort. Je suis un jeune militant, notamment sur les réseaux sociaux. Et je voulais savoir comment aujourd'hui on peut associer les luttes antiracistes, intersectionnelles et décoloniales sans rompre pour autant le pacte universaliste de notre République. Bonjour, alors du coup j'espère qu'on m'entend. Moi je voulais revenir sur le mot racialisation conspiratoire, sur le fait qu'effectivement on est... je trouve que c'est la forme la plus compliquée à lutter contre ça. Je voulais, parce que là on a fait un état des lieux, je dirais, mais quels seraient les outils qui nous permettraient de pouvoir démocratiser cette parole sur notamment l'islamisme et c'est le fait qu'on puisse pouvoir contrer tout ce qui est extrême droite et loi séparatisme, etc., sans qu'on soit derrière taxé d'extrémistes islamiques. Merci. Alors j'ai laissé la parole, désolée, voilà, on a pas pu avoir autant de temps qu'on le souhaiterait, mais je vous rappelle qu'il y a l'équipe thématique sur les questions d'antiracisme et vous êtes tous et toutes les bienvenus pour y participer, pour qu'on puisse réorganiser ce genre de moments, y compris dans vos villes, avec les élus nombreux et nombreuses qui existent et qui travaillent sur ces questions. Et également, on aura des initiatives à l'Assemblée nationale, j'en parlerai en conclusion. Je laisse la parole à Marwan. Bien, je vais essayer de vous répondre très rapidement dans l'ordre. D'abord, sur la question des dissolutions, c'est très bien de rappeler, le précédent et le grave précédent. Et je pense que c'est même paradigmatique de la difficulté et des gènes qu'on peut retrouver à gauche dans la défense d'un certain nombre de militants qui se revendiquent, qui se présentent comme musulmans ou d'organisations qui luttent contre l'islamophobie. Et ce silence dit beaucoup de la pénétration de cette idée-là et de cette narration conspiratoire, j'ai envie de dire. Parce que pour beaucoup, le fait de se mobiliser, ce n'était pas seulement de la peur de se prendre des coups sur les réseaux sociaux, dans les médias, c'était aussi une forme d'adhésion à l'idée qu'il n'y a pas de fumée sans feu et que s'il y a une demande de dissolution, c'est qu'il y a une petite explication derrière. Je veux dire, la question, c'est pas de défendre le CCIF ou pas le CCIF, c'est pas la question, ou sa ligne. La question, c'est de défendre des libertés fondamentales. La question, c'est de défendre des libertés, la liberté d'association. La question, c'est de défendre l'état de droit, c'est-à-dire le fait que dans un état de droit, quand il y a des comportements ou des propos qui posent problème, ils sont judiciarisés. Et c'est à la justice de se prononcer. Ça n'a pas à être décidé à la tête du client au Conseil de ministres qui a le droit d'exister et qui n'a pas le droit d'exister, qui a le droit de rester et qui n'a pas le droit de rester.
c'est pas une question de soutenir ces organisations-là. C'est fondamentalement un enjeu d'état de droit et de liberté et d'égalité. C'est en ça où le débat est faussé. Ça, c'est la première des choses. La deuxième, c'est, je pense qu'une des manières de répondre à ces attaques, c'est d'une part de dire que c'est pas parce qu'on dit qu'il y a un conspirationnisme qui utilise la notion d'islamisme pour stigmatiser, criminaliser, qu'il n'y a pas d'islamisme. Au contraire, ça empêche de penser ce qu'est l'islamisme et ses manifestations en France. C'est pas ça la question. La question, c'est comment ça se manifeste, quel est son nom. Vous voyez, par exemple, on parle, oui, les frères musulmans sont partout. En fait, les frères musulmans, la seule organisation des frères musulmans reconnue en France, ça s'appelle Musulmans de France. Ça s'appelait UOIF avant, et ils sont main dans la main avec le gouvernement. Ils ont signé toutes les chartes. Ils sont pas du tout menacés par Darmanin et compagnie. Vous voyez, je veux dire, c'est pas. Il faut vraiment être très à l'aise sur les questions d'instrumentalisation, très à l'aise sur les notions qui sont utilisées. Le piège, il est où? C'est que depuis des années, il y a des personnes qui sont musulmanes, qui sont engagées dans le débat public, qui sont stigmatisées en tant qu'islamistes, juste parce qu'elles sont musulmanes. Il y a des personnes qui sont des pratiquants conservateurs, et ils sont considérés comme islamistes, et personne ne réagit. Il y a des gens qui sont des religieux, qui sont considérés comme islamistes, et personne ne réagit. Il y a des gens qui n'ont rien à voir avec l'islam pratiqué, mais juste parce qu'ils ont un nom arabe, ils sont considérés comme islamistes, et il n'y a personne qui réagit. Du coup, l'islamisme, c'est tout, en fait. Et ça peut être tout. Il est là, le piège, et c'est comme ça qu'il se referme. Et ça fait des années que personne ne réagit à ça, que tout le monde laisse faire, que personne ne prend de position ferme. Il faut juste être ferme et courageux par rapport à ça. Ça ne veut pas dire qu'on nie qu'il y ait une réalité islamiste et que l'islamisme prend des formes violentes sur le territoire national, comme on l'a vu plusieurs fois malheureusement à travers une succession d'attaques terroristes ou autres. Vous voyez, il faut être très au clair par rapport à ça. Mais en fait, c'est Martine Aubry qui disait ça, dès qu'il y a du flou, il y a un loup. Et là, c'est très vrai. Dès qu'on laisse le flou s'installer, toutes les instrumentalisations sont possibles. Et elles sont utilisées. C'est même très intelligent d'un point de vue politique. C'est très pertinent d'un point de vue politique. Il n'y a pas eu de réponse en face. Et en termes de réaction, moi, généralement, quand on rentre, j'ai pas le temps, moi, de justifier que je ne suis pas islamiste ou que les gens ne sont pas islamistes. C'est aux gens de justifier pourquoi ils sont conspirationnistes. Il faut inverser la discussion. C'est des discussions sans fin, en fait. Parce que les accusations, elles n'ont pas besoin d'être prouvées, argumentées, justifiées, avec des faits concrets. L'accusation se suffit elle-même. Il faut inverser la chose en disant non, vous êtes conspirationniste, prouvez-nous que. C'est en termes d'argumentaire, moi, c'est ce que dans mes discussions, dans mes débats, c'est ce que j'utilise. Parce qu'on peut prouver qu'ils sont conspirationnistes, par contre. Ça, c'est pas compliqué à prouver.